Bien, écoutez, alors voilà, merci beaucoup Madame Lalouette d'être parmi nous. Donc pour évoquer donc dans le cadre de ce cycle sur rites et fêtes qu'on a débuté au mois d'octobre déjà, la question du rapport entre les rites religieux et les rites républicains. Alors, moi, pas tout à fait. Pas tout à fait. Ben parce voilà, que donc... ce qui m'a été demandé, mais je vais te ramener à parler du religieux. Ce qui m'a été demandé, c'est quelque chose autour des fêtes civiques. Ben voilà, c'est ça. Voilà. Mais dans certaines fêtes civiques, je vais te ramener à parler du religieux. Très bien. Voilà. C'est parfait. Alors, fêtes civiques, ça pouvait me renvoyer vers un certain nombre de thématiques, soit les fêtes civiques sous la Révolution française, elles ont été très très importantes, les fêtes civiques en 1848, une réflexion de type philosophique sur les fêtes civiques, mais j'ai choisi de vous parler des fêtes civiques maintenant dans notre calendrier de jours fériés. Je pensais que ça serait plus intéressant d'avoir quelque chose qui nous ramène en partie à l'actualité. Alors, la France possède 11 jours fériés, sans compter les dimanches, ça on ne le sait pas assez, mais tous les dimanches sont des jours fériés légaux. Mais en général, quand on parle des jours fériés, c'est des jours de la semaine. Alors, sur ces 11 jours fériés, quelle est la nature? On entend souvent dire qu'il y a une majorité de fêtes religieuses. Non. Il y a 4, je vais vous expliquer, il y a 4 fêtes religieuses. 4 fêtes religieuses qui ont été fixées en 1802 par l'indulte d'un cardinal dans le sillage du Concordat de 1801-1802. Ces 4 fêtes religieuses, c'est Noël, l'Ascension, le 15 août et la Toussaint. On a 4 fêtes profanes, sociales ou sociétales. Le jour de l'an, le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte, et c'est là qu'il faut que je vous donne des explications, et le 1er mai. Alors pourquoi est-ce que je range le lundi de Pâques et de Pentecôte dans les 4 fêtes profanes à caractère social et non pas parmi les fêtes religieuses? C'est parce que ces 2 lundis de Pâques et de Pentecôte ont été déclarés fériés en 1886. C'est-à-dire au moment où la Troisième République était en train de bien se construire et s'enraciner, et qu'on était dans un contexte de laïcisation. 1881 et 82, les lois scolaires, 1884, le rétablissement de la loi sur le divorce, 1886, l'interdiction de recruter des congréganistes pour les écoles communales, etc. 1889, le service militaire pour les prêtres. Donc, on imagine bien que ce n'est pas dans un contexte de laïcisation que l'on allait créer des fêtes à caractère religieux. Alors, du côté de l'Église, bien sûr, ces fêtes étaient religieuses. Elles ont été des fêtes religieuses obligatoires pour l'Église jusqu'au Concile Vatican II, qui a pris fin en 1965. Mais quand la République, quand le législateur les a déclarés jours fériés, c'est pour une histoire un petit peu complexe liée à des affaires financières. Quand un débiteur n'avait pas remboursé à temps son créancier, le créancier émettait ce qu'on appelle un protêt. Et on n'avait pas le droit d'émettre un protêt quand il y avait un jour férié. Pas de protêt le 1er janvier, pas de protêt, bon, etc., etc. Or, il se trouve que ces 2 lundis, qui n'étaient pas fériés en 1886, étaient de fait chômés par une grande partie de la population parce que c'était une fête d'église. Donc ça mettait, et en outre, ces 2 lundis étaient fêtés dans plusieurs pays européens. Donc entre les places financières, entre les banques, entre les chambres de commerce, ça mettait un peu la pagaille, que ce soit férié d'un côté, par férié de l'autre, chômé par certains Français, travaillé par d'autres. Donc, à la demande expresse des chambres de commerce et des banques, ces lundis ont été déclarés jours fériés. Et là-dessus, il se trouve que, après Vatican II, l'Église
a supprimé le caractère obligatoire de ces deux lundis, ce qui fait que quand il y a eu le fameux épisode Raffarin dont vous devez vous souvenir, il y a une vingtaine d'années, 2003, 2004, plutôt 2004 après la canicule de 2003, l'Église a dit mais ça lui était parfaitement égal, que cette fête n'était plus une fête obligatoire pour elle. Et quand l'Église a protesté, elle a protesté au même titre que des clubs cyclistes, que des clubs de foot, que des associations sportives diverses, parce qu'elle disait le lundi de Pentecôte, ça correspond à un week-end où il peut y avoir un camp scout, mais de même que les footballeurs disaient nous avons des tournois de foot, les cyclistes nous avons des courses cyclistes, etc. etc. Donc voilà rapidement l'histoire de ces deux lundis. Et à côté de cela, nous avons donc les fêtes religieuses, les fêtes profanes à caractère social ou sociétal, et 3 fêtes profanes à caractère civique, qui sont le 14 juillet, le 11 novembre et le 8 mai. Il existe d'ailleurs une 4e fête civique, qui est la fête de Jeanne d'Arc, établie par la loi du 10 juillet 1920, ce qui est à peu près correspondu d'ailleurs à la canonisation de Jeanne d'Arc. Cette loi du 10 juillet 1920 institua une fête nationale de Jeanne d'Arc. Il est bien spécifié dans la loi que c'est une fête nationale, fête du patriotisme. Seulement, cette fête, on aura l'occasion de reparler de cette question, cette fête annuelle a été fixée, j'ouvre les guillemets, au 2e dimanche de mai, jour anniversaire de la délivrance d'Orléans. Donc, autrement, formulation stupide, parce qu'effectivement, lorsque Orléans a été délivré par Jeanne d'Arc, c'était le 2e dimanche de mai, mais le jour, j'ai oublié le jour précis du mois, ce jour-là ne tombe pas forcément un dimanche, ça tombe même plus souvent un jour de la semaine, seulement on le reporte un dimanche pour ne pas faire un jour férié supplémentaire. Napoléon avait fait la même chose avec la commémoration de la victoire d'Austerlitz, on verra d'autres exemples. Alors donc, 11 jours fériés, mais le nombre de jours fériés légaux est supérieur dans certaines parties de la France. Il est supérieur en Alsace-Moselle, où sont célébrées des fêtes relevant d'une ordonnance d'empire, alors bien sûr l'empire allemand, non pas l'empire français, mais l'empire allemand, donc des ordonnances qui datent de la période 1871-1919, et dans les départements d'outre-mer. La loi du 30 juin 1983 a instauré un jour férié pour commémorer l'abolition de l'esclavage, alors qu'en France, il s'agit d'une simple journée commémorative, en France métropolitaine, il s'agit d'une simple journée commémorative, et la date n'est d'ailleurs pas la même selon les différents départements ou territoires d'outre-mer. C'est le 27 avril pour Mayotte, 22 mai pour la Martinique, 27 mai pour la Guadeloupe, 10 juin pour la Guyane et 20 décembre pour la Réunion. Et à cela, vous ajoutez des journées dites nationales, mais qui n'ont pas le caractère de fête légale et de jour férié. Par exemple, la journée nationale pour les harkis, la journée nationale pour les victimes du terrorisme, la journée nationale, etc., etc. Il y en a quand même un certain nombre. Donc, je vais reprendre maintenant ces 3 fêtes nationales à caractère civique, le 14 juillet, le 11 novembre et le 8 mai. 14 juillet. La fête nationale du 14 juillet a été fixée par la loi du 6 juillet 1880. Il n'y avait rien d'étonnant à ce que l'on fixe une fête de cette nature, parce que dans tous les régimes antérieurs, depuis la Révolution française, donc tous les régimes antérieurs ont fêté une ou plusieurs fêtes nationales. Dans les monarchies, c'était en général la fête du monarque, la Saint-Louis, la Saint-Charles, la Saint-Philippe, etc. Et éventuellement d'autres fêtes. Par exemple, sous la monarchie de Juillet, on fêtait la Saint-Philippe, pas la Saint-Louis. C'était Louis-Philippe, donc on souhaitait la Saint-Philippe et pas la Saint-Louis, mais on célébrait aussi le souvenir des Trois Glorieux, c'est-à-dire des journées révolutionnaires qui avaient mis fin à la Restauration. La Seconde République, elle, avait fêté la journée du 24 février, Révolution,
qui avait mis fin à la monarchie de juillet, et elle avait fêté le 4 mai, où l'Assemblée nationale constituante de 1948 s'était réunie pour la première fois. Alors pour la Troisième République, ce fut un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que la naissance de la Troisième République a eu lieu dans la douleur, je dirais même dans une double douleur. La douleur de la défaite, Sedan de septembre, proclamation de la Troisième République à Paris le 4 septembre, et puis la deuxième douleur, si je puis dire, dans le contexte, c'est bien sûr la question de la Commune. Alors après l'écrasement de la Commune, on reste en République, puisque c'est le régime qui a été proclamé le 4 septembre, mais une République très particulière, puisque l'Assemblée élue en février 1871 a majoritairement envoyé siéger des monarchistes. Pourquoi ? Parce que le camp républicain était pour la conduite de la guerre et que le camp monarchiste était pour la paix. Et la France, majoritairement rurale à l'époque, a voulu, non pas le retour de la monarchie, mais a voulu la paix. D'où une assemblée qui était une assemblée monarchique. Donc vous voyez, une république, c'est ce qu'on appelle la république des ducs. Après, il y a eu la république de l'ordre moral, une république qui n'était pas vraiment républicaine, qui est devenue vraiment républicaine entre 1876, où les élections législatives ont envoyé une majorité républicaine, et après il y a un coup d'État larvé en 1977, une dissolution de la Chambre, etc. Je passe un peu vite. Et le processus de républicanisation du pays est achevé à la fin du mois de janvier 1879, quand le président maréchal de MacMahon donne sa démission, et que c'est Jules Grévy, républicain pur et dur, qui va être élu président de la République. Et à partir de là, les institutions républicaines vont pouvoir vraiment s'enraciner. Mais pendant toute cette période dont je viens de vous parler, il n'y avait pas de fête nationale. Et c'était un manque dans la vie du pays. Donc on décide d'en créer une, mais parfaitement artificielle, en 1878, qui est l'année d'une grande exposition universelle. Et Monsieur de Marcer, qui était ministre de l'Intérieur, je crois, à l'époque, propose de fixer comme jour de fête nationale le 30 juin, avec un argument très étonnant. C'est une date qui ne dit rien à personne, donc ça ne peut pas créer de conflit entre les Français, puisque on ne peut pas se renvoyer, mais c'est trop républicain, c'est bonapartiste, c'est monarchiste, c'était rien. Donc va pour une fête nationale du 30 juin, et le conseil municipal décida qu'à cette date, tous les établissements de la capitale seraient pavoisés et illuminés. Alors cette fête se déroula dans un grand concours de peuple, puisqu'il y avait non seulement beaucoup de Français, mais beaucoup d'étrangers qui étaient venus à Paris pour visiter l'exposition. Et c'est d'ailleurs à l'occasion de cette exposition qu'a été inaugurée sur la place de la République, la République que vous connaissez, la grande statue de la République de Clé-Saint-Gilles. Alors, toutes les rues furent noyées dans un flot tricolore, comme en témoignent des... Vous pouvez passer le cliché, hein? Voilà. Alors, il y a deux tableaux de Claude Monet qui sont bien connus, donc vous allez avoir le 1 et le 2. Elles sont parfois confondues d'ailleurs. Là, on a en 1, c'était la rue de Montorgueil. Et puis ensuite, vous avez toujours de Claude Monet, la rue Saint-Denis. Il arrive parfois qu'on voit l'un ou l'autre de ces tableaux avec une mauvaise légende. Et puis ensuite, j'ai pas mis la rue Manet. Non, ça fait rien. Passons. Donc, en même temps, on joue la Marseillaise. C'est d'ailleurs à peu près à cette époque que la Marseillaise va être fixée comme hymne national. On va voir la colossale tête de la Statue de la Liberté, dont on parle beaucoup pour le moment, qui est en partance pour New York. Et cette fête du 30 juin est également célébrée en province.
Mais ce n'est pas très satisfaisant comme solution pour une fête nationale. Donc le 21 mai 1880, le député Benjamin Raspail déposa une proposition de loi signée par 63 autres députés. La République adopte comme jour de fête nationale, donc nationale est bien dans le texte, comme jour de fête nationale annuelle, la date du 14 juillet. C'est on ne peut plus court comme texte de proposition. Je vous rappelle qu'une proposition, c'est ce qui émane des députés, et le projet, ce qui émane du gouvernement. Le rapporteur de cette proposition de loi rappela qu'il y avait eu deux 14 juillet. Celui de 1789, qui avait mis fin au monde ancien et inauguré le monde nouveau, c'est une citation, et celui de 1790, donc la fête de la Fédération, d'où était sortie la France moderne. Donc, chez Benjamin Raspail, fils du grand François Vincent, une date qui n'est pas précisée, chez le rapporteur à la Chambre, 14 juillet, et la proposition est transmise au Sénat, et le 29 juin, le rapporteur au Sénat, c'est l'historien Henri Martin, qui est un grand historien du XIXe siècle, qui développa à son tour la thèse des 14 juillet en insistant sur l'importance du 14 juillet 1790. Ce qui met en colère Eugène Pelletan, grand républicain, père de Camille, qui rappelle que les promoteurs de la proposition avaient entendu célébrer 1789 et non pas 1790. Alors, l'article unique de la proposition de Benjamin Raspail fut adopté par 173 voix contre 64 au Sénat et ensuite fut promulgué le 6 juillet. La loi ne précisant pas quel est le 14 juillet qui est commémoré, on peut admettre qu'il s'agit de celui de 1789 et de celui de 1790, mais certainement pas du seul juillet 14 juillet 1790, comme l'écrivent un certain nombre d'auteurs, journalistes ou autres, et selon une thèse qui s'était renforcée sous l'État français, c'est-à-dire sous Vichy. D'ailleurs, toute la tradition festive populaire plaide en faveur du 14 juillet 1789, car l'on voit plus souvent rappeler le souvenir de la prise de la Bastille que le souvenir de l'autel sur lequel Talleyrand, ancien évêque d'Autun, célébra une messe. De 1880 à 1914, la fête nationale revêtit un quadruple aspect, militaire, républicain, populaire et religieux. Militaire, je vais aller assez vite, le 14 juillet 1880, donc très peu de temps après la promulgation de la loi, dans la plaine de Longchamp, donc tout près de l'hippodrome, Jules Grévy remit. Alors, voilà. Jules Grévy, là c'est une image populaire, mais il y a des tableaux authentiques de peintres qui représentent la scène. Jules Grévy remet au régiment, au régiment reconstitué depuis la défaite de 71, remet leur drapeau. Alors je vous explique 2 secondes. Vous voyez donc Jules Grévy qui est là sous la tente avec ce drapeau. En haut à droite, vous voyez la Bastille pour rappeler le 14 juillet 1789. Et bon, vous avez Marianne, bien sûr, avec son bonnet phrygien, symbole de liberté, et qui tient un immense drapeau et qui est accroché à la hampe du drapeau. Et je vous explique la présence du navire là-bas dans le fond à gauche, avec l'inscription, je crois qu'il y a écrit à ceux qui rentrent. Retour des absents. Retour des absents. Alors ces absents qui reviennent, qui sont sur le bateau, c'est les communards qui étaient déportés en Nouvelle-Calédonie parce qu'il y avait eu jusqu'alors des grâces, il y avait eu une amnistie partielle, mais en 1880 est votée une amnistie plénière et tous les derniers communards qui se trouvaient en Nouvelle-Calédonie, dont Louise et Michel, rentrent à ce moment-là. Alors, pour compléter un petit peu avec le côté militaire de la fête du 14 juillet,
il faut dire deux mots des bataillons scolaires. C'est à ce moment-là qu'en grande partie sous l'impulsion de Paul Bert, sont fondés des bataillons d'enfants, ce qu'on appelle les bataillons scolaires, qui manœuvraient, qui ne concernaient que les garçons, et qui manœuvraient avec des fusils de bois, et qui ont, c'était un pré-apprentissage du service militaire. Alors, un aspect républicain. Alors, à Paris, la maquette de la statue de la République de Maurice, pardon, tout à l'heure je vous ai parlé de la statue de Clessinger, elle n'est pas sur la place de la République, elle était au Champ de Mars. Sur la place de la République, c'est la statue de Maurice, M-O-R-I-C-E, qui a alors été préférée au grand monument de Daloux, qui se trouve maintenant sur la place de la Nation. Monument de Daloux qui est beaucoup plus moderne que celui en fait de Maurice, mais on a préféré à ce moment-là celui de Léopold de Maurice. Et d'ailleurs, ce qu'on a inauguré le 14 juillet 1880, c'est pas la statue que vous voyez actuellement, c'est la statue sous une forme de plâtre bronzé. Elle n'était pas encore coulée dans le plâtre. La véritable inauguration a eu lieu le 14 juillet 1883. C'est pas le seul exemple qu'on ait de fausse inauguration d'une statue en plâtre bronzé, parce que le bronze n'est pas encore coulé. Alors, on voit dans diverses communes, mais je suis obligée d'aller assez vite, dans diverses communes, on voit une ostension. Alors, vous voyez, là, on est dans un volet républicain, mais on parle d'ostension du buste de Marianne ou de la statue de Marianne. On a des rapports de police qui présentent des populations qui viennent s'agenouiller devant le buste de Marianne, et il est question aussi de gens qui ont élevé pour le 14 juillet des reposoirs patriotiques. Le reposoir, c'est des sortes de petits hôtels construits pour la fête Dieu. Donc vous voyez l'ostension, le reposoir, on s'agenouille. C'est une fête populaire républicaine, mais qui tire un certain nombre de ces éléments des fêtes religieuses. Alors fête populaire également, parce que pendant longtemps, la population défila la veille de la fête lors de la traditionnelle retraite au flambeau. Je crois que j'ai encore connu petite des retraites au flambeau du 14 juillet. Je ne sais pas si ça existe encore ou pas. Les cérémonies de ces retraites au flambeau et du 14 juillet du lendemain se déroulaient dans un cadre communal totalement métamorphosé, par des constructions d'arcs de triomphe en feuillage et en fleurs, par des jeux de guirlandes, par des flots de drapeaux disposés en faisceaux, etc., des guirlandes, etc., etc. Alors, le fait, vous pouvez passer le cliché 5, s'il vous plaît. Donc, voilà, voilà la place de la République. Et donc, ensuite... j'ai pas mis le... Tiens, je croyais que j'avais mis une photo de Stenlen représentant un bal du 14 juillet. Bon, bah tant pis. Ah, le voilà. Donc là, vous avez un bal du 14 juillet de Stenlen, qui est un grand peintre, et vous voyez, dans tout le fond de la scène est occupé par des flots de drapeaux tricolores. Alors, le fait qu'il y ait ou non des drapeaux, des illuminations, des guirlandes, donnait la température idéologique et politique de l'endroit où on se trouvait. Jusqu'en 1914, et encore durant l'entre-deux-guerres, l'obscurité qui enveloppait les beaux quartiers de Paris, les soirs des 13 et 14 juillet, valait proclamation d'hostilité à la République. En province, les communes du bocage vendéen boutèrent pendant longtemps la fête nationale. À l'extrême gauche, si des socialistes indépendants comme Benoît Malon, Jean Jaurès, quand je dis socialiste indépendant, c'était avant la formation de la SFIO, reconnaissaient les vertus populaires et révolutionnaires du 14 juillet, d'autres militants d'extrême gauche, comme les guédistes, c'est-à-dire les partisans de Jules Guesde, de même que les anarchistes et les antimilitaristes, boudaient cette fête considérée comme une fête de la bourgeoisie et brandissaient
des emblèmes contestataires. Et enfin, un volet religieux de la fête dans les années qui suivent la loi du 6 juillet 1980. Alors, il est usuel de mettre en lumière les nombreux conflits survenus à propos de la fête nationale entre les municipalités et les paroisses, plus précisément entre les municipalités et les curés, ou les desservants. Curés, c'était pour les chefs-lieux de canton, desservants dans toutes les autres paroisses, dans les premières années suivant la loi de 1880, à propos des sonneries de cloche, de l'illumination, du pavoisement de l'église et du presbytère, ou de la teneur des sermons. Alors, on accusait les curés de ne pas vouloir qu'on illumine le presbytère et l'église, qui étaient des bâtiments communaux, donc que les communes avaient le droit d'illuminer, et on reprochait aux curés de tenir des sermons incendiaires contre la fête du 14 juillet. Mais les messes et les Te Deum du 14 juillet sont généralement passés sous silence ou mentionnés très allusivement, alors qu'ils n'ont pas été si rares que ça. Parce que, habitués depuis 3/4 de siècle à célébrer religieusement les fêtes nationales, que ce soit la fête du souverain ou une autre fête, les autorités locales, ici ou là, écrivirent au préfet pour demander s'il fallait célébrer religieusement cette fête du 14 juillet. En 1880, le préfet de la Sarthe répondit ainsi à un maire qui lui avait demandé si le desservant était obligé de dire une messe solennelle suivie d'un Te Deum pour le 14 juillet, qu'il pouvait établir le programme de la fête comme il le jugeait convenable, que le gouvernement ne faisait point une obligation au clergé de célébrer une messe solennelle à cette occasion, mais que s'il lui-même désirait qu'il fût chanté un Te Deum, il n'avait qu'à se concerter avec le conseil municipal pour demander au curé de le faire. On est bien avant la fête de la loi de la séparation, ici, à ce moment-là. Alors, il est impossible, il faudrait farfouiller dans beaucoup d'archives municipales et départementales pour arriver à obtenir un pourcentage de communes au niveau national, je veux dire, ayant opté pour une cérémonie religieuse, mais dans certaines régions, tout à la fois républicaines et pratiquantes, il ne dut pas être négligeable, du moins dans les communes rurales. Ainsi, le 17 juillet 1880, un journal qui s'appelle Le Catholique signale que, pour la Côte d'Or, signale que sur la demande des conseils municipaux, des messes pour attirer les bénédictions de Dieu sur la France avaient été célébrées à Recet et dans plusieurs communes du canton. Alors, pour cet organe, le Catholique, la fête du 14 juillet était la fête de l'assassinat, qui avait préludé à la guillotine, etc., etc. Mais ce journal estimait quand même que l'intention de célébrer une messe et un Te Deum était extrêmement louable, et que même c'était bien, puisque finalement, ça contribuait à donner une dimension religieuse à la fête. Alors, j'avance un petit peu dans le temps. Durant l'entre-deux-guerres, la célébration un petit peu avant, la célébration du 14 juillet avait eu tendance à s'étioler dans les dernières années d'avant-guerre, et elle retrouva son lustre immédiatement après. Comme vous le voyez, il n'y en a pas une entre les deux ? Non ? Bon, il n'y en a pas une entre les deux. Donc, s'étiole avant la Première Guerre mondiale, mais le 14 juillet 1919 a été un 14 juillet absolument extraordinaire, qui est connu d'ailleurs par un tableau de Jean Galtier-Boissière que vous avez peut-être déjà vu, où on voit le défilé des mutilés, gueules cassées, etc., etc. Et ils défilent sur les Champs-Élysées qui sont totalement bordés par des guirlandes, des lampions et des drapeaux tricolores. Donc, il y a un retour de flamme du 14 juillet après la Première Guerre mondiale, mais c'est un retour de flamme qui va être rabattu, si je puis dire, parce que après le congrès de Tours et jusqu'en 1935,
les communistes ignorèrent la fête nationale ou la fêtèrent à leur façon, c'est-à-dire en chantant l'Internationale et non pas la Marseillaise, et en brandissant des drapeaux rouges et non pas des drapeaux tricolores, et surtout célébraient cette fête sans aucun défilé militaire. Mais les choses changèrent à partir du moment où on s'achemina vers le front populaire, et le 14 juillet 1935, à l'initiative du comité Amsterdam-Pleyel et sous l'égide d'un comité d'organisation présidé par le président de la Ligue des droits de l'homme, Victor Bache, qui a été assassiné pendant la Deuxième Guerre, les radicaux, les socialistes, les communistes, les membres de la CGT, de la CGTU, la Ligue des droits de l'homme, se rassemblèrent au stade Buffalo, à Montrouge, dans la banlieue parisienne, et prêtèrent solennellement le serment antifasciste, dont vous voyez le texte. Nous faisons le serment solennel de rester unis pour désarmer et dissoudre les ligues factieuses, pour défendre et développer les libertés démocratiques et pour assurer la paix humaine. Alors, des manifestations identiques se déroulèrent également en province, et en 1936, donc l'année suivante, le 14 juillet amena de formidables rassemblements dans de nombreuses villes. Et puis en 1939, on commémora à la fois le 150e anniversaire de la prise de la Bastille et le 4e anniversaire du serment antifasciste. À Paris, 250 000 Parisiens et Parisiennes allèrent de la Bastille à la Nation. Pour l'humanité, il s'agissait du peuple éternel de Paris, fils des sans-culottes dressés contre Coblentz. Coblentz était le lieu où les émigrés s'étaient rassemblés, et des communards dressés contre la trahison. J'avance encore un peu. Sous l'État français, c'est-à-dire sous Vichy, le maréchal Pétain transforma le sens du 14 juillet, qui devint une fête de recueillement et une fête d'hommage envers tous les glorieux morts pour la France. Le 14 juillet 1940, le maréchal Pétain entraîna les membres de son gouvernement et le corps diplomatique à l'église Saint-Louis de Vichy, puis accompagné de Pierre Laval, d'Adrien Marquet et d'une dizaine de généraux, il alla se recueillir devant le monument aux morts de Vichy. Puis, après la Marseillaise, parce que contrairement à ce qu'on lit trop souvent, Maréchal Nous voilà n'a pas du tout supplanté la Marseillaise, c'était deux chansons en parallèle, enfin deux chants en parallèle, donc la Marseillaise, la sonnerie aux morts et la musique de Sambre-et-Meuse. Alors pendant ces années de guerre, donc entre 40 et 44, en zone occupée comme en zone libre, la fête nationale donna l'occasion de manifester son patriotisme. En 1941, la radio de Londres, le mouvement Libération et les communistes incitèrent les Français à porter une cocarde ou des vêtements alliant les trois couleurs du drapeau. Ces appels furent entendus. À Paris, les jeunes filles se promenèrent par groupes de 3, l'une habillée en bleu, l'autre en blanc et la troisième en rouge. Le 14 juillet 1942, un tract appelant à célébrer la fête nationale et à boycotter la relève pour le STO fut parachuté à l'aube sur toute la France. À Paris, des milliers de personnes se rendirent place de la République et une foule nombreuse rendit hommage, donc sous l'Arc de Triomphe, aux soldats inconnus. Des manifestations se déroulèrent également à Lyon, Chambéry, Grenoble, Marseille, Toulouse, Toulon, etc. etc. Depuis la Libération, donc après la Libération, les premières fêtes nationales, donc 45, 46, etc., conservèrent une grande signification patriotique. Le 14 juillet 1945 fut absolument grandiose, de même que celui de 1946. En 1946, il y avait d'ailleurs la présence d'Ho Chi Minh. Bon, je suis obligée de passer un peu vite. Puis, comme après 1880, comme après 1919, progressivement, la ferveur retombe. Et en outre, certains 14 juillet furent souillés par les effets des désordres politiques intérieurs. Le 14 juillet 1953 fut dramatique, puisque des Algériens se trouvaient dans le cortège, et à la suite de dissentiments entre les différents organisateurs,
il n'y eut aucun groupe tampon entre ces manifestants algériens et la police. La police tira, il y eut 7 manifestants qui furent tués, dont 6 Algériens et un Français. Le 14 juillet 1959, donc premier 14 juillet de la jeune Ve République, fut placé sous le signe de la communauté. Puisqu'il y avait cette communauté donc, qui était créée, le général de Gaulle remit leur drapeau aux différents États qui en étaient membres. Une tribune était installée autour de l'obélisque sur la place de la Concorde et 600 musiciens et choristes interprétèrent l'hymne à l'être suprême de Gossec, le chant du départ de Méhul et la Marseillaise dans l'orchestration de Berlioz, qui est l'orchestration belliqueuse et clinquante, si on peut dire. Alors il est impossible ensuite de passer en revue tous les 14 juillet. Chaque 14 juillet a sa spécificité. On peut citer celui du bicentenaire de la Révolution française, illustré par le défilé, comme on a dit, bleu, blanc, Goude, parce que c'est Jean-Paul Goude qui avait organisé ce défilé, par l'interprétation inoubliable de la Marseillaise par Jessie Norman, qui était habillée avec une grande robe drapeau, et par le spectacle de Jean-Michel Jarre à la Défense. Il faut aussi mentionner le 14 juillet 2000 pour célébrer la dernière année du XXe siècle, où a été organisé ce qu'on a appelé l'incroyable pique-nique, le pique-nique du siècle, etc. Pique-nique qui a été organisé le long de ce qui a été appelé la Méridienne verte, qui part de Dunkerque, partie de Dunkerque jusqu'à Praz-Mola, dans les Pyrénées-Orientales. Pourquoi méridienne verte? Parce que tout le long de cette méridienne, on a commencé à l'automne 1999 à planter des arbres tout le long de cette méridienne. Ce qu'on appelle la méridienne, c'est le méridien de Paris, qui avait été supplanté plusieurs décennies auparavant par le méridien de Greenwich, mais à qui là on a redonné son lustre. Et donc tous les Français qui voulaient pique-niquer ensemble ont été invités à venir pique-niquer le long de la Méridienne verte. Malheureusement, il a fait un temps épouvantable sur toute la France, ça a été des orages, etc., etc. Et malgré tout, on estime qu'il y a eu à peu près 300 000 personnes qui ont participé à cet incroyable pique-nique. Et parallèlement, au Sénat a été organisé un grand banquet républicain où 13 000 maires venus de toute la France ont été invités, ce qui fait le 3e grand banquet républicain des maires. Il y a eu celui de 1889, celui de 1900 et donc celui de l'an 2000. Alors les organisateurs de l'incroyable pique-nique espéraient que ce pique-nique de l'an 2000 ferait des petits, si je puis dire. Il y a eu des tentatives de reconduire cette initiative en 2006, en 2007, mais ça n'a pas vraiment marché. Alors les villes de province connaissent aussi revues et défilés, dont l'importance varie d'une ville à l'autre selon qu'on a affaire à une ville de garnison ou pas, qu'il y a une caserne avec des troupes ou pas. Et en 1981, donc avec le septennat de François Mitterrand, a été décidée une forme de décentralisation visant à rapprocher le peuple et l'armée, et plusieurs villes, sièges de régions militaires, Bordeaux, Metz, Rennes, Lille, etc., reçurent des moyens leur permettant d'organiser un important défilé. Enfin, ce qu'on peut remarquer aussi parallèlement, c'est que avec la présence de téléviseurs dans un nombre toujours plus important de foyers, les gens ont pris l'habitude de regarder le défilé sur leur téléviseur au lieu d'aller faire le pied de grue sur les trottoirs des Champs-Élysées ou d'une autre avenue. Alors il faudrait encore signaler que depuis les années 90, l'habitude s'est prise d'inviter des armées étrangères pour participer au défilé militaire de la France. Alors pour en terminer avec, mais j'ai pas le temps, pour en terminer avec le 14 juillet, il semble bien que le 14 juillet, indépendamment de cette
diminution des gens présents sur les trottoirs parce qu'il y a la télévision, il semble bien que le 14 juillet ait largement perdu sa signification civique pour devenir une journée consacrée aux loisirs, parmi lesquels figurent encore les bals, les fameux bals organisés par les pompiers, et les feux d'artifice, les célèbres feux d'artifice. Déjà en 1964, donc ça nous ramène loin quand même. D'après une enquête menée auprès d'une centaine de jeunes gens de la région parisienne âgés de 15 à 18 ans, le 14 juillet évoquait majoritairement les vacances et les divertissements. Et seuls, c'est difficile à croire, mais enfin c'est ce qu'a donné cette enquête, seuls 56% d'entre eux pouvaient mentionner la prise de la Bastille. Incroyable, mais vrai si l'enquête ne ment pas. En 1974, selon un autre sondage réalisé par l'IFOP pour le journal Marie-Claire, 5% seulement des personnes... L'IFOP, c'est quand même pas n'importe quel institut de sondage, donc on peut a priori faire confiance, même si c'est pour le journal Marie-Claire. Donc 5% seulement des personnes interrogées voyaient dans le 14 juillet, entre guillemets, un jour idéal pour vivre une fête idéale. C'est la question qui a été posée. Donc seulement 5%. Enfin, lors du fameux débat sur l'identité nationale lancé durant l'automne 2019, la fête nationale ne tint pas une place de premier plan. Sur la fiche technique pour répondre à l'enquête sur l'identité nationale, donc fiche technique qui a été mise en ligne sur un site approprié, la fête du 14 juillet ne figure pas dans les critères pour ce qu'il fallait pour être français, ou pour valoriser l'identité nationale, mais uniquement dans la rubrique « Les mesures envisagées pour renforcer l'identité nationale ». Alors, parmi ces mesures envisagées pour renforcer l'identité nationale, était proposée la mesure suivante: faire participer les forces vives de la nation à l'organisation des manifestations prévues pour la fête nationale du 14 juillet. Il était demandé aux personnes prenant part au débat d'en apprécier le degré d'utilité. Est-ce que c'était utile de demander aux forces vives de la nation, etc., etc. Seuls 24% des participants jugèrent que c'était une mesure très utile, 29% opinant pour assez utile, les 47% restants ayant choisi peu utile, 24%, ou pas du tout, 23%. Donc vous voyez, cette fête nationale, elle n'occupe pas une place de premier plan dans cette optique de l'identité nationale des Français. Alors par ailleurs, l'analyse des mots les plus utilisés dans les 26 000 contributions ne fait pas apparaître le mot « fête ». Il n'est pas non plus anodin de constater, alors ça, toutes ces enquêtes, je les avais faites au moment où j'ai publié mon livre qui s'appelle Jours fériés, fêtes légales dans la France contemporaine, qui a été édité en 2010, ce qui fait que mes dernières enquêtes ne vont pas après 2010. Je n'ai pas repris le problème après. Mais j'avais constaté, par exemple, qu'au mois de juillet 2007, le journal Ouest France, qui est le journal... un journal par excellence de référence en France, consacrait plus de place au concours de Bagadou de Quimper ou à la fête des brodeuses de Pont-l'Abbé qu'à la fête nationale. En revanche, alors ça c'est le côté sombre de l'histoire, en revanche, le 14 juillet suscite un intérêt chez quelques jeunes gens des quartiers sensibles, entre guillemets. Inventeur, c'est une citation prise sur, retenue de France Info, inventeur d'un rituel violent et ludique. Alors, en quoi consiste ce rituel violent et ludique? Comme dans la nuit de la Saint-Sylvestre, à faire brûler des voitures, 297 en 2008, 317 en 2009, et ce qui caractérise aussi dans les mêmes quartiers dits sensibles, essentiellement, bien qu'il soit interdit à la vente, c'est la présence de mortiers, de gros pétards, qui provoquent d'ailleurs parfois des accidents tout à fait regrettables chez les jeunes gens qui les utilisent. Alors je vois qu'il est 9h et j'ai fait le 4. Alors on fait quoi? Alors, vous avez encore 10 minutes.
Alors, soit vous me posez toutes, parce que le 11 novembre va être très long aussi, mais puisque vous vouliez qu'on arrête à 9h20, vous pouvez peut-être me poser des questions maintenant sur le 14 juillet, ou je vous dis quand même quelques mots sur le 11 novembre, c'est comme vous voulez. C'est pas que moi qui décide. On passe au 11 novembre, puis après on verra les questions. Bon, alors, le 11 novembre. Je vais essayer d'aller très vite sur le 11 novembre. Voilà. Bon, je vais essayer, mais je ne suis pas douée pour aller vite. Alors, en 1919, le Sénat vota une proposition de loi relative à la commémoration et à la glorification des morts de la Grande Guerre. Et à cette date, ce qui est proposé, c'est pas du tout le 11 novembre, c'est le 1er novembre, c'est-à-dire la fête de la Toussaint, ou le 2 novembre, le jour des morts. 2 jours qui sont constamment confondus. Normalement, la Toussaint, c'est une fête joyeuse pour célébrer la fête de tous les saints. Le jour des morts, c'est une fête de tristesse, où on va au cimetière. Mais comme le 1er novembre est un jour férié et que le 2 novembre ne l'est pas, les gens vont au cimetière le jour férié. Donc il y a eu une espèce de contagion, de contamination qui s'est faite entre ces 2 jours-là. Bref, la première date proposée pour célébrer les morts de la Grande Guerre en 1919, ça a été ou le 1er ou le 2 novembre. Mais en réalité, le 1er novembre est resté jour férié, bien évidemment. Le 2 novembre ne l'est pas devenu. Et il y a bien eu des cérémonies organisées un peu partout pour les morts de la Grande Guerre, soit le 1er, soit le 2. Mais ces cérémonies ont très vite été éclipsées par la fête du 11 novembre, dont le vrai nom est Fête de la Victoire et de la Paix. Fête de la Victoire et de la Paix. Alors le 4 novembre 1921, la Chambre des députés adopta une proposition de loi de 3 articles. Le premier article était ainsi libellé. La France célèbre annuellement l'anniversaire du 11 novembre, Fête de la Victoire et de la Paix. D'accord ? Article 2, on précise que cette fête sera célébrée le 11 novembre si le 11 novembre tombe un dimanche, mais que si le 11 novembre tombe un jour de la semaine, on la célébrera le dimanche d'avant ou le dimanche d'après. Tout cela pour ne pas ajouter un jour férié, parce que ajouter un jour férié, ça veut dire baisse de la productivité, baisse de l'activité économique, etc., etc. Et la loi est votée dans ces termes, à la Chambre comme au Sénat. Fureur chez les anciens combattants. Les anciens combattants eurent le sentiment qu'on leur volait leur jour, leur victoire, et qu'on faisait fi du calvaire qu'ils avaient vécu dans les tranchées. Ce fut, dit Antoine Pro, qui est un grand historien, qui avait fait sa thèse sur les anciens combattants, ce fut un tollé général dans toutes les associations. Les ordres de protestation, les ordres du jour de protestation se multiplièrent, et le Parlement dut reconsidérer sa position. Les associations d'anciens combattants étaient nombreuses, elles étaient dynamiques, elles étaient actives. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, elles avaient un poids considérable, et le Parlement ne pouvait pas se mettre à dos toutes les associations d'anciens combattants. Donc le Parlement doit reconsidérer sa position, et le 8 juillet 1922 est adoptée une autre proposition de loi fixant au 11 novembre la commémoration de la victoire, sans possibilité de renvoi à une autre date. Alors le 11 novembre, est-ce une fête nationale ? Point d'interrogation. Le texte de la loi ne dit pas que c'est une fête nationale, une fête de la victoire et de la paix. Mais, donc stricto sensu, le 11 novembre n'est pas une fête nationale. Cependant, dans nombre de documents officiels, on voit apparaître, dès l'instauration de la fête, on voit apparaître l'épithète de national pour la cité. Ainsi, un arrêté pris par le maire de Douai, le 5 novembre 1923, mentionne la fête nationale commémorative de la victoire et de la paix. Et un auteur d'un ouvrage consacré au 11 novembre en fait d'ailleurs la deuxième fête nationale de la France, après le 14 juillet,
alors que ce n'est pas dans le texte, et que la deuxième fête nationale de la France, c'est celle de Jeanne d'Arc, et pas le 11 novembre. Vous voyez, il y a une certaine confusion. Alors, maintenant, il faut se demander si le 11 novembre devait être un jour de joie, un jour de liesse ou un jour de deuil. Le législateur avait conçu le 11 novembre comme une journée réservée à la commémoration de la victoire et de la paix. Mais dès l'origine, la victoire alla avec le deuil. C'est une citation d'Antoine Pro. En 1926, le secrétaire de l'Office des mutilés blâmait cette orientation de la fête, le fait que ça devienne un jour de deuil. C'est le président des mutilés qui dit ça. Cette fête aurait dû devenir un jour de liesse, d'orgueil national, de fête républicaine, et non pas un jour de fête des morts. Il aurait voulu entendre chanter l'hymne national, exalter les noms des maréchaux Foch et Pétain, on est avant 40, voir les jeunes gens se fortifier grâce à la gymnastique, au football, au rugby, et il écrit « On chauffe une race, messieurs, on ne lui donne pas à respirer du chrysanthème pendant 15 jours. C'est dangereux et c'est trop. » Et j'ai bien relevé, effectivement, des exemples de rencontres tout à fait gaies et joyeuses répondant aux vues de ce président de la Fédération des mutilés, surtout dans le département du Nord. Ainsi, à Lille, le banquet organisé par l'Union nationale des combattants en 1923 se termine par une joyeuse sauterie. À Douai, en 1923, il y eut des balles, des séances de cinéma, une tombola, une matinée artistique. Les cafés et les estaminets restèrent ouverts jusqu'à 2 heures du matin. À l'autre bout de la France, à Marseille, en 1925, les chanteurs ambulants chantaient la Madelon dans les rues, le 11 novembre. Mais la note dominante du 11 novembre fut donnée par des hommages civils, militaires et religieux qui, dans les années de l'après-guerre, s'harmonisaient davantage avec le sentiment des gueules cassées, quoi qu'en ait pensé le président de la Fédération des mutilés. Et maintenant, il ne viendrait plus à l'idée de personne de fêter le 11 novembre en allant chanter la Madelon devant le monument aux morts, par exemple. Alors, toute la nation a rendu hommage aux morts de la Grande Guerre, que ce soit à Paris, avec les cérémonies célébrées sur la tombe du soldat inconnu, qui a été installée en 1920, ou dans les autres communes françaises, avec celles qui se déroulent devant les monuments aux morts, dont un certain nombre furent inaugurés le 11 novembre. Il y a les monuments aux morts ont été inaugurés tout au long des années 20 et parfois encore dans les années 30, et beaucoup l'ont été un 11 novembre. Alors l'anniversaire de l'armistice se caractérise par des formes de religiosité séculière largement inspirées du rituel catholique, comme l'a souligné l'historien Antoine Pro. Il dit que la minute de silence peut être interprétée comme une forme laïcisée de la prière. L'appel des noms rappelle le memento des morts que l'on dit pendant la messe au moment du canon. De rigueur, pendant l'entre-deux-guerres, cet appel des morts pouvait durer très longtemps dans les villes pleurant de nombreux citoyens, d'autant plus qu'après l'appel de chaque nom, un enfant des écoles répondait « mort pour la France » ou « mort au champ d'honneur ». Les anciens combattants ne souhaitaient pas que le 11 novembre devint une fête militaire, parce que les choses de l'armée, ils en avaient eu leur comptant, si on peut dire. Mais ce jour étant déclaré jour férié, l'organisation en incomba au pouvoir public qui ignorèrent le vœu des combattants et donnèrent un aspect militaire à cette fête. Dès les années 1920, l'armée fut associée à l'anniversaire de l'armistice et dans les villes de garnison, les troupes furent passées en revue avant de défiler. Antoine Pro souligne le caractère de civisme républicain de ces cérémonies du 11 novembre et remarque que ce ne sont pas les drapeaux qui sont honorés, comme dans d'autres fêtes, car les assistants ne défilent pas devant eux, mais au contraire, ce sont les drapeaux qui s'inclinent devant les défunts quand on les voit s'incliner devant le monument aux morts. Représentant la nation, les drapeaux symbolisent la nation, ils la représentent, et en s'inclinant,
ils expriment la reconnaissance et le respect de la nation pour les citoyens qui sont morts à la guerre. Alors, les cérémonies du 11 novembre pâtirent de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, en zone occupée, les autorités militaires d'occupation, donc les autorités allemandes, interdirent tout rassemblement et le recteur Gustave Roussy prit prétexte du deuil de la patrie pour demander aux doyens des facultés, aux directeurs des grandes écoles, aux proviseurs des lycées de veiller à ce qu'il n'y eût aucune manifestation. Sans doute avait-il peur de ce qui pourrait arriver à ces jeunes gens, comme ça s'est passé en effet. Malgré cette interdiction, le 11 novembre, des lycéens, venus notamment des lycées Janson de Sailly et Buffon, donc plutôt des lycées bourgeois, comme on dirait, et des étudiants, royalistes ou communistes, là, pas de clivage idéologique, se rassemblèrent près de l'Arc de Triomphe. La police française et la Wehrmacht procédèrent à des arrestations. 123 jeunes gens furent incarcérés à la prison de la Santé ou à celle du Cherche-Midi. 3 personnes furent grièvement blessées. Il y aurait eu des morts et des personnes disparues ou déportées, mais les informations sont précises parce qu'on a tout fait pour étouffer cette affaire. À Strasbourg, dans la nuit du 10, je quitte Paris pour la province, dans la nuit du 10 ou 11 novembre 1940, 2 étudiants hissèrent le drapeau tricolore au sommet de la cathédrale. Et en 1941, 42 et 43, l'humanité clandestine, l'humanité n'avait pas le droit de paraître, donc c'était une humanité clandestine fabriquée avec les moyens du bord, qui appela les Français à arrêter le travail, à fleurir massivement les monuments aux morts et la tombe du soldat inconnu. Alors le 11 novembre, on trouve toujours le même schéma, après 1944. Le 11 novembre retrouve toute sa solennité avec la libération. En 1944, il y eut un grand défilé sur les Champs-Élysées, le général de Gaulle en tête, avec à ses côtés Winston Churchill. Puis, il faut que je signale le 11 novembre 1945, parce qu'à la demande du général de Gaulle, on a amené au Mont Valérien 15 corps de combattants venus de tous les fronts et représentant divers types d'engagement. La résistance, un déporté, un fusillé, etc. etc. Maintenant, au Mont Valérien, il y a 17 corps dans la crypte, 17 grands sarcophages. Un 16e, c'était un soldat fusillé par les Japonais au Vietnam, je crois. Et le 17e, ça a été le dernier compagnon de la libération, Hubert Germain. Alors, durant le premier septennat de François Mitterrand, chaque 11 novembre, le premier septennat de François Mitterrand, chaque 11 novembre, le Premier ministre se rend dans la clairière de Rotonde. Le 11 novembre 1981 fut particulièrement solennel. Les anciens combattants remontèrent les Champs-Élysées entre 2 haies de lanternes tricolores et 12 d'entre eux furent décorés. Et 5000 porteurs de torches, ce qui est énorme, entourèrent la tombe du soldat inconnu. Alors c'est pareil, je ne peux pas passer en revue tous les 11 novembre qui se sont succédés, mais je signale une innovation qui s'est produite sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui transforma le rituel en insérant un discours dans une cérémonie qui jusque-là restait silencieuse. Et innovation importante, en 2007, il plaça le 11 novembre sous le signe de la paix, de la fraternité et du pardon entre les peuples, les anciens peuples belligérants. En 2008, alors qu'il ne restait plus aucun poilu vivant, puisque Lazare Ponticelli était mort avant, c'est à Douaumont, en présence du prince Charles, du grand-duc du Luxembourg, du président du Bundesrat, des présidents du Parlement européen et de la Commission européenne, que Nicolas Sarkozy rappela les souffrances provoquées par la guerre des 2 côtés du Rhin. Souvenons-nous que cette souffrance fut une souffrance partagée et que la douleur de ceux qui pleurent un fils, un mari, un frère est la même partout.
90 ans après la fin de la Grande Guerre, je veux rendre hommage à tous ceux qui se sont battus dans l'honneur et la dignité, pas les autres, hein, dans l'honneur et la dignité. J'irai tout à l'heure m'incliner dans le cimetière allemand au nom de l'amitié qui unit aujourd'hui le peuple français et le peuple allemand qui, après s'être tant combattus, ont décidé de regarder ensemble vers l'avenir. Et à Douaumont, et ça c'est important, à Douaumont, Nicolas Sarkozy évoqua aussi le souvenir des fusillés pour l'exemple, alors que jusqu'alors c'était Lionel Jospin qui en avait parlé et qui s'était d'ailleurs largement fait taper dessus. Et voilà ce que Sarkozy dit à Douaumont. Je penserai à ces hommes dont on avait trop exigé, qu'on avait trop exposé, que parfois des fautes de commandement avaient envoyé au massacre et qui, un jour, n'ont plus eu la force de se battre. Je veux dire au nom de la nation que beaucoup de ceux qui furent exécutés alors ne s'étaient pas déshonorés, n'avaient pas été des lâches, mais que simplement ils étaient allés jusqu'à l'extrême limite de leur force. Souvenons-nous qu'ils furent aussi les victimes d'une fatalité qui dévora tant d'hommes qui n'étaient pas préparés à une telle épreuve. Enfin, en 2009, Nicolas Sarkozy invita la chancelière Angela Merkel à venir à Paris présider la cérémonie du 11 novembre à ses côtés. Mains entremêlées, ils allumèrent ensemble la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Nicolas Sarkozy qualifia alors l'amitié franco-allemande de trésor et la chancelière affirma que l'Allemagne n'oublierait jamais que la France avait tendu à l'Allemagne la main de la réconciliation. Et après leurs deux discours, le chœur de l'armée française entonna non seulement la Marseillaise, mais aussi le Deutschlandlied. Alors, le 11 novembre, c'est littéralement, enfin la célébration du 11 novembre, je veux dire, c'est littéralement effondré après le mouvement de 1968 qui a envoyé balader tous les symboles plus ou moins patriotiques, que ce soit la Marseillaise, le drapeau, etc., etc. Et après 68, les anciens combattants semblaient incarner tout ce que la France comptait de plus passéiste et de plus nationaliste. La célébration du 11 novembre paraissait totalement désuète et elle fut de plus en plus désertée. Et c'est dans ce moment-là, dans les années, fin des années 60, années 70 et encore 80, que du moins dans certains départements, les instituteurs n'emmenaient plus les enfants devant le monument aux morts le 11 novembre. Mais l'approche du centenaire de la Première Guerre mondiale, la multiplication des travaux historiques sur la Grande Guerre, les rapports entre l'histoire et la mémoire redonnèrent un certain lustre au 11 novembre. Le phénomène s'est trouvé accentué par la diminution constante du nombre d'anciens combattants encore vivants, qui conféra une forme de notoriété au petit groupe des poilus centenaires tant qu'ils existaient. Et puis ensuite s'est développé ce qu'on appelle le tourisme de mémoire, qui inclut le souvenir de la Première Guerre mondiale, tourisme de mémoire centré autour de la visite des champs de bataille, de monuments ou d'établissements comme l'historial de la Grande Guerre de Péronne ou le mémorial de la paix à Verdun. Et il semble bien qu'à partir de ce moment-là, le 11 novembre est sorti de sa longue période d'atonie de plusieurs décennies et a retrouvé une certaine vitalité et l'on voit maintenant des écoles et des collèges qui ramènent leurs élèves devant le monument aux morts. Alors, je passe sur un certain nombre d'exemples que j'avais relevés d'assistance par des élèves ou des adolescents devant les monuments aux morts, mais les exemples que j'ai relevés amènent quand même à se demander si la transmission mémorielle est assurée. Parce qu'en 2008, une étude TNS-Sofres pour la revue Notre Temps donne la chose suivante. En 2008, seuls 46% des Français savaient que le 11 novembre commémore l'armistice de 1918. Je dois dire que le professeur d'histoire que je suis n'en revient pas de ces pourcentages. J'arrive pas à comprendre comment
d'où sortent ces pourcentages? Vraiment, je ne comprends pas. Donc, peut-être qu'à toutes les initiatives prises après la date de ce sondage ont peut-être permis de ranimer le souvenir du 11 novembre, mais enfin, j'ai quand même un peu le sentiment que le mécanisme mémoriel intergénérationnel est un peu grippé. Alors, pour en terminer avec le 11 novembre, quelques mots sur les cérémonies religieuses. Dès 1919, l'anniversaire de l'armistice fut marqué par la célébration de cérémonies religieuses, mais la France n'était plus, contrairement en 1880 avec le 14 juillet, la France avait fait la séparation des églises et de l'État, elle n'était plus en régime concordataire, et le régime de séparation des églises et de l'État fit naître quelques interrogations sur le droit qu'avaient les autorités civiles ou militaires de participer officiellement aux cérémonies religieuses. Alors là, il y a tout un tas d'exemples et de contre-exemples où les autorités militaires, le général de la place, le commandant de la place, le préfet, etc., vont en uniforme assister à la messe, et d'autres, au contraire, où il y a un refus catégorique. Depuis quelques années, il y a une polémique qui surgit régulièrement à cause de la présence escalité d'autorités publiques et militaires à des fêtes, que ce soit le 11 novembre ou que ce soit des fêtes folkloriques locales comme par exemple une bénédiction de bateau, une bénédiction de moto, etc. etc. La règle maintenant qui se dessine à gauche et à l'extrême gauche, c'est que si des autorités civiles, politiques, militaires veulent aller à une cérémonie religieuse, elles ne doivent pas y aller escalité, mais en tant que citoyens, et donc pas en uniforme. Bon, malgré ces débats, il n'est pas rare que la célébration d'une messe fasse partie du programme des cérémonies officielles du 11 novembre, comme la consultation de sites internet de communes ou de journaux régionaux permet de le constater. Ainsi, en 2008, année du 90e anniversaire de l'armistice, j'ai relevé des exemples pour diverses communes du Haut-Rhin, de l'Ille-et-Vilaine, du Tarn, de la Haute-Loire et de la Côte-d'Or. Dans le Finistère, il y a eu un office écuménique, dans l'Aude, à Trèbes. Trèbes, je crois que c'est l'endroit où est mort le capitaine Beltrame. Il me semble que c'était à Trèbes. La messe célébrée le 11 novembre 2009 ne le fut pas seulement pour les enfants du pays morts pour la France, ni même pour tous les soldats français, mais pour les millions de disparus lors du premier conflit mondial. Donc vous voyez, quand il y a une cérémonie religieuse, dans certains cas, on essaie de l'ouvrir, de la transformer et de ne pas la laisser centrer sur le mort français. Mais à l'inverse, certaines municipalités tiennent à souligner le caractère laïque de leur cérémonie. Ainsi, le 11 novembre 2009, pour la commune de Belin-Bélier, je ne sais plus dans quel département ça se trouve, le journal Sud-Ouest précisa « pas de cérémonie religieuse ». Donc il y a des communes qui tiennent à affirmer la laïcité de leur cérémonie. Il faut ajouter que ce n'est pas seulement la religion catholique qui peut être associée à cette fête du 11 novembre, mais également les protestants, les juifs, enfin les israélites, et que l'islam est également associé aux fêtes de l'armistice. Chaque année, le 11 novembre, à l'initiative d'associations d'anciens combattants, en étroite collaboration avec la Grande Mosquée de Paris et du Secrétariat d'État aux anciens combattants, une cérémonie est organisée à la Mosquée de Paris pour rendre hommage aux soldats musulmans morts pour la France. Et d'ailleurs, dans les cimetières militaires, il y a des tombes de musulmans qui sont caractérisées par un croissant, de même que vous avez une étoile de David sur des tombes juives, etc., etc. La présidence de la République, le gouvernement et tous les corps constitués s'y font représenter, et les ambassadeurs des pays musulmans ayant participé à la Première Guerre mondiale sont présents. Bon, je passe, on va peut-être arrêter là maintenant. Vous voyez, je vous avais dit que je ne savais pas être rapide. Merci.